Et ben voilà, c'est parti, je crois, pour ce nouveau live Instagram de chef-d'œuvre pour les coffrets du mois de juin. C'est parti. Je vais laisser bien sûr tout le monde se connecter avant de pouvoir évidemment commencer cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, surtout. Le temps d'ouvrir pour moi les flacons, tout simplement. On espère que vous serez nombreux, qu'on va pouvoir vous divertir encore un petit peu et surtout vous apporter au travers de cette présentation un petit peu de coup de cœur, un peu de bonheur, des conversations peut-être, je l'espère. N'hésitez pas à poser vos questions bien entendu. Et surtout, si ces bouteilles vous voulez déguster un petit peu avec moi, allez-y, échanger en live, c'est quand même plus sympa évidemment de pouvoir toutes et tous ensemble parler sensations, ressentis, échanger bien sûr avec vous toutes et tous pour cette sélection chef-d'œuvre. Voilà, alors on est une trentaine, j'espère qu'on sera beaucoup plus évidemment pour partager ensemble. Bienvenue en tout cas à toutes les personnes qui nous rejoignent et pour ce live Instagram de chef-d'œuvre sur les coffrets du mois de juin. Alors en préambule un petit peu de ces coffrets, j'aimerais vous dire que on voit bientôt la sortie du tunnel et que pour tous ceux qui ont envie de passer une soirée chez chef-d'œuvre, on va voir un peu comment c'est possible de faire ça, peut-être en terrasse, d'organiser une soirée chef-d'œuvre. Quantité limitée, bien entendu, une jauge limitée, mais on essaiera de faire une soirée membre chef-d'œuvre comme on les a eu faites pendant presque 8 ans. Et on espère vous retrouver autour d'un verre. Donc sachez que ça va vous être annoncé pour ceux qui nous suivent évidemment depuis longtemps chez chef-d'œuvre. On va essayer de vous proposer en tout cas une super soirée en terrasse, avec bien sûr le respect des règles sanitaires, mais il nous tarde de vous retrouver et de sortir un petit peu de ce format digital, que ce soit Instagram, que ce soit évidemment les cours en ligne. On va essayer de vous proposer des événements en présentiel beaucoup plus sympas que ceux que l'on connaît en ce moment. Voilà, alors je reprends un petit peu le fil conducteur de cette soirée. L'idée c'est bien sûr de vous présenter un petit peu comme chaque mois chez chef-d'œuvre le contenu des coups de cœur de nos coffrets du mois, bien entendu. Tout ça permet évidemment de comprendre évidemment ce que l'on a mis, mais surtout après peut-être d'avoir des anecdotes. C'est ce que je vais essayer de vous donner ce soir. Sur chaque vin, des anecdotes de rencontres avec les domaines, des anecdotes sur les coups de cœur et vous dire un petit peu pourquoi j'ai fait ces choix-là en fonction de la saisonnalité bien sûr. Donc on va vous présenter les coffrets en route vers les étoiles, le coffret bien sûr découverte, absolument rouge, 2 bouteilles, 3 bouteilles. On vous parlera également des terroirs de légende qui sont vraiment pas mal ce mois-ci également. Et puis bien entendu, on vous parlera de l'actualité du club. La première étant aussi, pour ceux qui n'ont pas vu passer le mail, qu'on aura un cours d'œnologie en ligne, accessible à tout le monde, gratuit, sur la Corse. Et celui-ci aura lieu le 28 juin. Donc inscrivez-vous à ce cours si ce n'est pas fait. Vous avez juste à prendre votre place sur le site de chef-d'œuvre. Éventuellement, si vous avez envie de prendre une des bouteilles pour suivre le cours, c'est bien sûr le prix de la bouteille sur le site tout simplement. Mais bien sûr, ce contenu est ouvert à tous et accessible parfaitement. Voilà, alors écoutez, on va commencer bien sûr tout de suite avec le début de ce live Instagram autour de la sélection du mois de juin. Qu'est-ce qu'on a mis dans ce coffret du mois de juin? D'abord des coups de cœur de tout ce qu'on a rencontré évidemment comme auteur, comme domaine, de toutes ces visites. Et je vous parle un petit peu de mes visites du mois d'avril dans le vignoble pour vous donner un petit peu comme ça des feedbacks. Bien entendu, on parlera de saisonnalité des vins puisque c'est un petit peu ça aussi qui drive nos choix dans les coffrets de chef-d'œuvre. Et nous parlerons aussi bientôt donc du coffret du mois d'août. Pour ceux qui ne le savent pas, on le reçoit généralement le 15 juillet pour pouvoir partir en vacances avec. Ça fait partie des petites choses à savoir sur ceux qui nous suivent évidemment sur ces coffrets et ces abonnements chef-d'œuvre. Mais celui donc du mois d'août, vous le recevrez mi-juillet, ce qui vous permettra comme ça de profiter évidemment de ces bouteilles si vous voulez les emmener en vacances, pour ceux qui partent en voyage en mois d'août. Voilà, alors 3 coups de cœur pour commencer ce coffret en route vers les étoiles, c'est la base de chef-d'œuvre. Je vous rappelle un petit peu les fondations, une bouteille rapport prix-plaisir superbe à boire à tout instant, vraiment c'est ce qu'on appelle la bouteille à l'improviste. Là c'est vraiment l'apéro sympathique, la décontraction surtout et des prix très sages. La deuxième bouteille un peu plus construite avec peut-être un potentiel gastronomique un petit peu plus soutenu. Et puis après une grande bouteille qui permet bien sûr de briller dans une belle soirée, peut-être d'aller la garder un petit peu ou alors de faire plaisir à des amateurs qui sont évidemment un petit peu plus avertis. 3 instants de consommation, 3 bouteilles et c'est comme ça depuis le 19 juillet 2012 pour ceux qui nous rejoignent récemment. Alors 3 bouteilles pardon. Première bouteille, je vais vous parler un petit peu de cette cuvée. Elle est intéressante. Alors j'espère surprendre personne en vous présentant le domaine d'Hervé Bizel au Clos des Fées, mais je voulais simplement avec ce choix attirer l'attention du public et surtout des amateurs de vin sur le fait que faire des grands blancs dans le Roussillon, ça ne tient pas que à des dates de vendange précoce et à des terroirs de silex ou de schiste dans la vallée de la Glie. Ça peut être aussi un encépagement qui bouge, et ça c'est vraiment la réflexion de cette cuvée des Sorcières 2020 qui n'a, sachez-le, quasiment
plus que du Vermentino à l'intérieur. Et ce choix, évidemment, c'est un long chemin d'appréhension de la part d'Hervé Bizel qui, dans cette petite cuvée à l'époque, mettait beaucoup plus de grenache et de grenache gris, etc. Et maintenant, c'est quasiment que du Vermentino. Alors, quand je suis allé voir Hervé en avril dernier, parce que je suis allé voir son projet, je vais vous en parler dans quelques instants, bien j'ai goûté cette cuvée à l'apéritif tout simplement, et j'ai flashé, je me suis dit, mais en fait, ça fait 13-12,5 d'alcool, c'est un Vermentino tout agrumé, tout frais, tout pimpant. Pour moi, c'est vraiment l'été qui frappe à la porte quand je déguste ça. Et je me suis dit, faut vraiment qu'on fasse déguster cette cuvée des sorcières blancs. La sorcière rouge, c'est très connu, tout le monde, évidemment, a aujourd'hui pointé du doigt ce plaisir fabuleux, assez... voilà, un petit peu riche de... Enfin, c'est un vrai métronome, on a vraiment des sensations assez garanties. Et quand on achète une bouteille de sorcière rouge chez Hervé, et bien là, c'est le blanc. Et je voulais bien sûr partager avec vous cette singularité, ce renforcement évidemment de la proportion de Vermentino dans l'assemblage qui va aérer la bouche, qui va faire un vin beaucoup plus digeste, beaucoup plus, on va dire, aérien, et j'ai vraiment adoré. Alors, je l'ai bu, bien sûr, pas que comme ça, pour aller voir Hervé dans le Roussillon, c'était pendant le dernier confinement. Je suis allé voir Hervé pour un projet absolument fou qu'il est en train de mettre en place, et ça c'est très intéressant de le savoir pour ceux qui aiment la curiosité, qui ont de la curiosité. Hervé, vous le savez, a planté il y a quelques années maintenant des pinots noirs d'une sélection massale de Bourgogne des Grands Crus sur un terroir planté au nord, sur une colline vraiment très très belle, qui est d'ailleurs à la frontière de l'appellation Fitou. On est vraiment dans un secteur un peu reculé de la vallée de la Glie. Et donc cette initiative, c'est la mise en place de pinot noir sur des densités de plantation intéressantes, sur évidemment un matériel végétal de qualité, mais c'est surtout, ça a été un terrain d'essai pour d'abord faire la fameuse cuvée Aimer, rêver, prier, se taire, que certains d'entre vous connaissent, mais surtout après ça a été, pour ceux qui aiment la Grande Bourgogne et les vins de Vaudremannais, ça a été un terrain d'essai de vinification pour Jean-Yves Bizot, qui s'est pris au jeu et qui a vinifié en 2020 4 barriques. Donc l'équivalent de 4 barriques, ils ont acheté une cuve spécialement pour vinifier une sélection de Pinot, une vigne qui a 3 ans ou 4 ans. Et franchement, je suis allé goûter et je vous l'annonce, je me suis pris une tarte. Mais moi qui suis bourguignon, qui fait quand même beaucoup de domaines en Bourgogne, goûter des pinots noirs comme ça, en Roussillon, avec une vigne de 3 ans, je vous assure, c'est ahurissant. Et donc voilà pour le teaser. Évidemment, on a mis la main dessus, on vous présentera cette bouteille, on aura quelques bouteilles pour le club et on vous présentera cette bouteille donc de Pinot Noir par Bizot, fait dans le Roussillon, mais ça fait bien sûr, il faut être encore un peu patient, les bouteilles arriveront certainement sur le marché en octobre. Je ne sais même pas comment s'appellera la cuvée, ni l'étiquette, ni quoi que ce soit, mais c'est un petit, pour les amateurs de Pinot Noir, en tout cas, je vous invite à vous pencher dessus, et alors je vous en parlerai plus tard quand on sortira la bouteille, mais en termes de vinification, c'est exactement le même process que fait Jean-Yves Bizot à Vaudremannais, et je vous assure que c'est scotchant. Voilà, scotchant. Et j'ai goûté les deux cuvées de Pinot côte à côte, et là je peux vous assurer que on voit bien que l'homme, dans le génie du vin, intervient et que le savoir-faire est quand même quelque chose de complètement fou. Et donc là, vous allez pouvoir, je vous en parlerai en long, en large, en travers, quand vous aurez l'occasion bien sûr de découvrir cette cuvée. Alors je referme la parenthèse du Pinot de Jean-Yves Bizot dans le Roussillon et vous ramène donc dans la vallée de la Glie. Je vais en parler un petit peu de cette cuvée des sorcières blancs parce que dans son côté un peu simplet, limpide, etc., c'est pas que ça. Moi ce que j'aime dans le Vermentino, bien sûr en Corse, bien sûr dans le bassin méditerranéen, c'est son éclat agrumé, c'est son relief. On me dit que c'est toujours que c'est le Riesling du Sud. Hein. Eh bien là, moi j'ai bien aimé ce côté printanier, fleuri, frais, floral et à la fois donc fleurs blanches, fleurs d'oranger, et un tout petit peu ce qui tire sur l'écorce d'agrumes. Vous allez pouvoir vous en rendre compte si vous avez le verre avec moi. Et puis surtout, bah, c'est la bouteille apéro, un peu no-brainer. On rêve d'un petit ceviche de poisson, d'une petite marinade agrumée, peut-être de petites choses comme ça qui vont ponctuer ça, mais on a envie de fraîcheur et surtout de quelque chose d'un petit peu décontractant. Moi, quand je bois ça, je vois la mer un peu au loin, je vois le coucher de soleil, je vois des amis autour, j'ai pas trop envie de réfléchir. Je me fais pas, évidemment, une montagne sur le pédigré du lieu qui a fait naître cette bouteille. C'est aussi ça, le vin, c'est du plaisir spontané, c'est parfois des moments de consommation et c'est des instants de consommation. Je vous invite à méditer un petit peu sur cette proposition. Moi, j'aime beaucoup ce genre de fragrance et surtout profiter un petit peu, quand l'été approche, de fragrances un petit peu sudistes. Alors dans le verre, vous allez pouvoir tomber sur cette bouteille qui a un petit peu d'une gamme aromatique encore un tout petit peu fermentaire, mais qui a évidemment cette envolée un petit peu plus, je dirais, florale et printanière.
T'écouter en travaillant un dossier GAFAM avec une bouteille d'Evian, c'est une torture. Et Fabien, faut s'équiper avec autre chose qu'une bouteille d'Evian quand on fait les lives Instagram. Mais bon, je suis sûr que tu te rattraperas. Je sais très bien que tu adores en plus les Vermentino de Corse. Donc voilà. Alors, on va en parler un petit peu plus en profondeur. Vous allez voir que c'est un petit peu fenouil, écorce d'agrumes, les petites touches infusion citronnelle qui sont évidemment dans le fond du verre, mais surtout encore on a entre eux. Je ne sais pas si vous dégustez souvent des jeunes Alsace, mais des jeunes Riesling d'Alsace qui sortent un petit peu de fermentation, on a toujours ce spectre un petit peu là. Ben, vous voyez, le Vermentino, il a aussi cette consonance un petit peu aromatique quand il est dans le sud, et surtout quand il est récolté assez tôt comme ça. Hein, on a cet esprit-là. Très frais, un petit peu le bière blanche, petit côté houblonné également au bouquet qui rappelle bien entendu les instances fermentaires. Tout ça va se poser au fur et à mesure que vous l'aérez. Donc mon conseil c'est bien sûr de l'aérer un petit peu, mais surtout après appréciez-le pour ce que c'est quoi, la fraîcheur, du fruit et beaucoup de plaisir surtout. Alors vous noterez que c'est un vin qui n'a pas forcément de dimension chaleureuse ni alcoolisée. C'est quelque chose qui est assez sapide, qui tire bien la salive, qui a un vrai grain, qui va tirer un petit peu la sensation salivante comme ça. C'est pas un immense vin de construction, c'est pas ce qu'on lui demande du tout. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette cuvée, on va dire, c'est son côté un petit peu pepsé, il y a un peu de gaz carbonique, c'est tout ça, c'est très fin, très aéré, et surtout quelque chose de relativement plaisant. Moi, j'aime bien, évidemment, commencer des fois de temps en temps avec des choses assez simples comme ça. En tout cas, ça me fait penser à moi, j'ai envie de fenouil, j'ai envie de poulpe, j'ai envie de balade dans la garrigue quand je goûte ça, j'ai envie de choses relativement simples, mais qui rappellent bien sûr la Méditerranée. Et comme on se rapproche bien sûr de l'été, j'espère que cette bouteille sera pour toutes et tous une bonne piste de découverte sur évidemment une cuvée extrêmement simple, très abordable. Rappelons ça simplement. Hein. Vous voyez ce petit côté bière blanche là, ce petit côté un peu houblonné, bière basse fermentation qui va un petit peu comme ça tirer avec des amers fins le plaisir. Franchement, c'est bon, efficace. Bon, efficace, simple. Pas la bouteille du siècle, mais bon, simple, efficace. C'est aussi ça la promesse de ce premier vin dans ce coffret. C'est ce que je voulais évidemment souligner. Alors, pour passer un petit peu plus de choses sérieuses avec la bouteille qu'on appelle Dîner en ville, eh bien, on voulait évidemment souligner le travail ici d'Antoine Sunier. Je vous emmène à Morgon. Alors, pourquoi est-ce qu'on met de plus en plus, c'est un petit peu le thème du J'aime j'achète dans cette bouteille, c'est pourquoi de plus en plus de jolis Beaujolais dans nos coffrets, parce que simplement la région n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui, la région n'a jamais été aussi saine, aussi équilibrée d'un point de vue agronomique, d'un point de vue mindset, on va dire d'un point de vue qualité, elle n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui, et bien entendu on est là pour souligner ça, on est là pour en parler et surtout vous dire que demain, l'avenir du Beaujolais sera certainement encore plus radieux et glorieux que ce qu'il n'a jamais été, même si bien sûr, rappelons-le, les grands vins de Morgon, de Moulin à Vent et autres étaient une époque, dans les années 20 par exemple, aussi chers que les grands vins de Gevrey-Chambertin. D'ailleurs, quand on était travaillé chez Taïwan avec Marco Pelletier, j'aimerais vous glisser cette anecdote, les vins de Gevrey-Chambertin étaient des fois moins chers que ceux du Beaujolais, comme quoi, vous voyez, c'était intéressant simplement de souligner des fois la suprématie parfois de certains crus. Alors évidemment, derrière les 26 millions de bouteilles qui sont étiquetées Beaujolais nouveau, il y a autre chose, derrière tout ce paysage que des fois qui simplifie un petit peu les codes et l'esprit de cette région. Là, j'aimerais simplement vous reprendre un peu par la main et vous faire découvrir donc ce domaine qui a commencé en 2013, Antoine et son frère. Alors des passionnés de Bourgogne, des passionnés de Pinot Noir, des gens qui vinifient leurs raisins qui sont menés un peu comme un jardin avec la méthode Chauvet, donc en semi-carbonique, avec un véritable travail vous allez voir sur ce millefeuille que l'on crée avec les baies pour obtenir cette floralité, ce côté Sichuan, poivre de Sichuan, noyau, floral, pivoine, etc. Donc un univers qu'on aime bien dans les pinots de vendange entière des fois, mais qui évidemment, avec la connotation un peu plus poivrée, orangée, rappelle plus le gamay. Mais surtout, après, vous allez voir, c'est surtout un super vin d'été, un super vin de grande décontraction et surtout de plaisir assez spontané qui normalement devrait vous amener dans des superbes moments de plaisir. Alors on a choisi les 2019 parce que 2019, bon, vous avez quand même imprimé que en France, c'est quand même un sacré millésime du feu de Dieu. Moi, je préfère 19 à 18, clairement, parce qu'il y a plus d'étincelles, plus de magie, il y a surtout plus de sensations salivantes dans les jus, même si c'était un millésime quand même pour le gamay qui était relativement solaire, pas que. Rappelez-vous du mois de juillet 2019, hein, écrasant par le soleil, avec des pics de chaleur en 2019 qui ont évidemment fait souffrir beaucoup les vignes, mais on a quand même à la fin un millésime finalement très équilibré,
et surtout très excitant, très homogène dans toutes les régions. On se rappellera de 2019 longtemps en France, que ce soit à Châteauneuf, en Bourgogne, on se rappellera de 2019 à Bordeaux, et bien sûr dans la Loire, les Chenins, voilà. On verra aussi, même sur des cépages qui ont du peps naturel comme les Sauvignons, c'est pas mal. Bon, c'est pas le millésime que je préfère, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc un millésime qui rentrera bien entendu dans l'histoire pour bien sûr son caractère très complet, j'en suis absolument certain. Alors, parlons un petit peu de ce Morgon 2019 de chez Antoine Sunier, parce que là, vous avez évidemment le premier vin de la gamme, il y en a d'autres, il faut creuser un petit peu chez ces domaines. On a voulu mettre une cuvée, alors ça a été pas facile d'avoir ces bouteilles d'ailleurs, parce que le domaine connaît un certain succès, c'est pas une grande propriété, je vous laisserai aller voir évidemment tous les détails sur le site de Chef d'Œuvre, mais tout ça, bien entendu, sont des choix de qualité. Et donc on a essayé d'avoir ces dernières bouteilles de 2019, c'était vraiment last minute pour pouvoir les commander. Et on est très heureux d'avoir pu mettre un peu ce coup de cœur dans ce coffret. Alors parlons un petit peu de cette robe, vous allez voir, c'est ces gamets qui sont, là on va dire, pas tout à fait rubis, c'est pas tout à fait transparent, mais on n'est pas trop extrait. On est loin des robes très denses des 18 par exemple, hein. On est beaucoup plus aéré. Ensuite évidemment on a un nez, vous allez voir, qui vous emmène dans ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté marmelade de Marat des Bois, pivoine, noyau, poivre de Sichuan. On est sur une tonalité très florale et à la fois très gourmande. On sent qu'il y a de la jutosité. Je pense qu'on est encore sur l'effet du millésime, sur la densité, on va en parler un petit peu en bouche, mais quand tout ça va se poser, on aura beaucoup plus de floralité dans les messages. Et évidemment, ce qui est intéressant dans ce premier prisme des 2019 que vous avez ici sur Morgon, c'est que vous avez la netteté, la pureté et surtout la sincérité aromatique. Quand tout ça va se fondre un petit peu, que les muscles vont s'affaisser un petit peu, que ça va se descendre, je pense qu'il y aura beaucoup de magie dans les gamètes 2019 et je vous invite bien sûr à creuser cette piste pour pouvoir les voir évoluer parce qu'on le sait, c'est bien sûr des vins de demi, voire de garde et qui sont très intéressants à savoir attendre un petit peu. En tout cas, j'aimerais souligner la pureté de ce vin. Alors moi j'ai trouvé que derrière la floralité, la fraise au sucre, ce côté un petit peu, on va dire, charmant du bouquet, il y avait une petite instance un peu chocolatée également, mais très légère. Et puis ce que j'ai adoré, parce qu'on a recroisé Antoine Sunier, on s'était, voilà, juste avant qu'on nous reconfine en mars là, donc j'avais pu redéguster les vins que j'avais pu goûter déjà à la fin d'année dernière, et franchement, je me suis dit, il y a un truc, voilà. Donc je voulais partager ce coup de cœur. C'est la deuxième fois qu'on présente les vins du domaine chez Chef d'Œuvre, mais je crois qu'il y a évidemment une étincelle, et je vous invite à la saisir pour suivre évidemment ce domaine qui va faire certainement pas mal parler de lui dans l'avenir, hein, ça c'est clair. En tout cas, on pourra compter sur ces beaux domaines. Voilà, donc voilà pour la petite touche. Alors en bouche, vous allez voir, hein. Alors premier conseil, servez-le pas trop frais. Il faut que ça soit sur le fil de la fraîcheur, mais pas trop froid non plus. Parce que ça, vous allez voir, c'est un millefeuille de plein de saveurs. Et c'est surtout beaucoup de gourmandise. Moi, j'ai beaucoup aimé cette conjugaison de tous les messages, avec ce côté, vous savez, cette terre un petit peu particulière, c'est ce territoire de Gorre des appellations Morgon qui va générer en fond de bouche ce côté un petit peu sanguin, un peu noyau, un peu terre rouge, enfin, qu'on a sur certains secteurs en Bourgogne, sur des Rugiens, ou ce côté un petit peu argileux, ferreux que l'on peut avoir sur certains pinots noirs, je sais pas moi, dans le Clos Jus à Givry, ou dans les Rugiens à Pommard, ou sur certains secteurs de Corton. Eh bien moi ce que j'ai dans le fond du verre, c'est cette rémanence, au-delà de la gamme aromatique tout simplement singulière du gamay vinifié comme ça, c'est cette singularité terroir qui pour moi a une signature aromatique. Donc on verra évidemment si vous avez le retrouver, mais bien sûr ça a été un repère extrêmement personnel. Je vous invite à creuser derrière cette note un petit peu sanguine qui vient animer le fruit en dehors de tout ce que on peut trouver bien sûr aromatiquement dans les jolis gamets vinifiés de la sorte. En tout cas, c'est diaboliquement digeste, fin et bien sûr très adapté à la saisonnalité. Rappelons simplement que ces coffrets, ils sont pensés en fonction de la saisonnalité. Et je rappelle également que la première personne qui achète ces bouteilles et qui les boit et qui les reçoit à la maison, eh bien c'est moi. Et donc j'essaye d'avoir des vins à la maison qui correspondent au moment que j'ai envie de vivre pendant cette saisonnalité. Voilà pour le petit message autour de la saisonnalité des vins, bien sûr. Alors, pour terminer avec cette sélection du coffret En route vers les étoiles, 3 bouteilles, eh bien vous avez compris que c'était de la fraîcheur du Vermentino, mais en dehors du magnifique paysage corse ou du sud, c'était aussi un gamay comme ça, vinifié avec beaucoup de floralité et de finesse du terroir de Morgon par un jeune talent de l'appellation. Ce qu'on va bien sûr pousser, alors là, j'attendais ce moment avec impatience. Certains d'entre vous dans le coffret En route vers les étoiles, 3 bouteilles,
le mois dernier l'avait reçu. Ça, c'est le coup de cœur, sincèrement. Et je répète et je remartèle le message pour ceux qui ne m'avaient pas compris. Le coup de cœur de l'année. Écoutez, la semaine dernière, c'est simple, il y avait Alain Graillot qui est venu nous voir ici avec Daniel Giraud. On était dans la cour chez Chef d'Œuvre. Je leur ai fait goûter ce coup de cœur. On était sciés. Ça, c'est exceptionnel. Pour ceux qui aiment les vins très floraux, très fins, très longs, c'est l'antithèse du paysage espagnol, aromatique ou tactile que l'on peut imaginer. Je vous en parle dans quelques instants, mais c'est quelque chose qui va vous embarquer. Vous êtes entre un pinot en vendange entière, une grenache infusée façon Rayas, avec un truc complètement addictif. Et cette bouteille, je la dois à Marco Pelletier. Elle m'a été servie l'année dernière, en 2020, en février 2020. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là. C'était une dégustation à l'aveugle de vin étranger. Et il y avait cette bouteille, et j'ai scotché, mais vraiment scotché. Derrière, on a tout fait pour en avoir. Je remercie bien sûr l'équipe de vente, donc dans le 11e arrondissement, pour avoir fait découvrir cette bouteille. Depuis, bien sûr, on a tout fait pour en avoir, et bien sûr mettre cette cuvée dans vos coffrets. C'est, je le dis sans filtre, le plus gros coup de cœur en vin de l'année 2020, et pourtant Dieu sait si on en a quand même pas mal étayé. Alors voilà pour la présentation et le teaser. Escalada Docile, ce sont donc les vignobles d'Alberto Orte qui donc cette magnifique région de Valdeorras, donc le secteur un petit peu frais nord-ouest de l'Espagne, produit sur des terroirs de quartz en semi-pente. Le Sil, c'est la rivière qui passe en dessous. Eh bien, des vins, vous allez voir, extrêmement contemporains, surtout très légers, très digestes, surtout très parfumés. Moi, je pense qu'évidemment, l'ère des vins un peu concentrés, corsés, boisés ou accompagnés est peut-être un peu derrière nous, même si évidemment, on les a appréciés à une époque. Aujourd'hui, moi, les messages sont beaucoup plus excitants pour moi dans des bouteilles qui ont beaucoup de floralité et de finesse que dans des boules de nerfs qui sont bien sûr beaucoup plus construites. Et cette bouteille, sincèrement, c'est quelque chose qui, moi, m'a électrisé, d'abord dans la floralité, mais aussi dans la buvabilité maximum. Et vous allez pouvoir donc redécouvrir l'Espagne peut-être du 21e siècle avec ça. Ça, c'est 2017. On a également dégusté 2018, mais il est un petit peu plus froid, on en reparlera, mais qui pinote un peu plus. Mais là, vous allez voir, c'est complètement fou. Et donc, ce qui est fabuleux dans cette bouteille, c'est que c'est bon tout de suite, c'est que ça sera certainement bon demain, et que il y a autant d'intelligence dans l'approche de la vinification et de la fait d'élever ce vin que certainement de terroir. Parce que, évidemment, dire que c'est Valdeorras, alors Alain Graillot a dit ça ressemble à du Trousseau, j'aime. Hein. C'est vrai que ça c'est du Trousseau. Enfin, il y a donc du Bastardo dans cette cuvée, pas que. Il y a un petit peu de Mencia et autres, mais ce qui compte, c'est vraiment le style de ce vin qui pour moi est extrêmement évanescent, extrêmement fin et floral. Pour ceux qui bien sûr aiment les vins comme ça avec ces bouquets envoûtants, vous allez vous rouler par terre. Alors voilà pour le teaser. Dans le fond du verre, vous allez voir que ça ressemble, allez on va dire, on est à mi-chemin entre le côté fraise au sucre, fruits du maquis, garrigue, du Schiacarel corse comme on a par exemple à Ajaccio. On a aussi la tonalité un peu framboise à l'eau de vie, gelée de framboise qu'on a sur la grenache quand elle est infusée. On a cette dimension un peu vendange entière avec ce végétal un petit peu chlorophylien qui va animer un petit peu le cœur du bouquet. On a la petite touche un petit peu goutte de vue balsamique qu'on a sur certains rouges de l'Etna, Basnerello, Mascalese. Bref, on est vraiment sur on a pris globalement tout ce qui est fin et floral et envoûtant du sud de l'Hexagone et de Méditerranée. On met tout ça dans un shaker, on secoue doucement, on a ça quoi. Ça c'est vraiment la partie très excitante de cette bouteille. Et surtout, vous allez voir, ce qui est beau, c'est sa finesse de trait. Parce qu'il n'y a pas de sucrosité dans ce vin, ça c'est la première des choses. Deux, la finesse des tanins est magnifique. Et surtout, il y a une vraie longueur de bouche. Alors tout ça, en plus, proposé à un prix relativement, bon, c'est pas donné, mais c'est quand même sympa de pouvoir goûter cette bouteille. Ça vaut 39 €, sincèrement. Enfin, en France, hein, c'est beaucoup moins cher en Espagne et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de pouvoir se payer des bouteilles comme ça, sans parler voilà, de la compétition des grands vins d'Espagne qui sont toutes et tous extrêmement délimités, connus et il faut avoir des fois sur côté. Moi j'aime bien aller évidemment à l'aventure avec ce genre de flacon. Alors en bouche, parlons-en un petit peu. Quand vous êtes bourguignon comme moi, que vous aimez le pinot aérien fluide façon Volnay, etc., que vous goûtez ça, vous ne pouvez pas aimer. C'est impossible de ne pas aimer si vous êtes un fondu de pinot noir. Si par contre vous êtes un amateur de vin extrêmement construit, très élevé, etc., peut-être que ça sera un peu trop floral et aérien pour vous. Mais moi, quand je goûte ça, je me roule par terre, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Je lève mon verre à la santé d'Alberto Orte qui, avec beaucoup d'intelligence, fait rayonner cette partie de l'Espagne. Et je vous souhaite à toutes et à tous, surtout, de pouvoir déguster cette bouteille si ce n'est pas le cas. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup de chercher une bouteille. C'est vraiment magnifique en termes de sensations.
Voilà pour le coffret en route vers les étoiles. Alors vous voyez, 3 instants de consommation, 3 plaisirs. 3 plaisirs qui chient bien sûr à la saisonnalité des vins. 3 rencontres également. Des rencontres et des dégustations faites au domaine. C'est ça qui fait bien sûr la singularité de notre sélection. On essaye bien entendu d'aller le plus possible auprès des domaines et on le fait assez régulièrement. Alors pour parler un petit peu des autres vins des deuxièmes coffrets, le coffret découverte. Voilà, le coffret découverte, concept un peu nuancé, différent. On enlève un des vins de la gamme et on essaye d'étalonner sur des vins avec des rotations peut-être un tout petit peu plus rapides en termes de plaisir, mais surtout sur des domaines qui sont intéressants. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un choix un petit peu singulier dans le coffret découverte du mois de juin? C'est qu'on a voulu mettre 2 vins blancs. Pourquoi 2 vins blancs? Parce que objectivement, je préfère vous servir 2 vins blancs au mois de juin et vous proposer 2 vins rouges peut-être au mois de septembre voilà alors il y aura un vin blanc, un vin rouge pour les mois de rassurez-vous pour le mois d'août hein. Mais ce que je voulais c'était vous mettre sur la piste des premiers apéros en terrasse où vous proposez des vins qui sont de grande spontanéité et qui proposent évidemment certains plaisirs. Alors il y aura 2 plaisirs à vous annoncer ce soir. Un beau Riesling alsacien. Moi j'adore le twist agrumé des grands Riesling, surtout dans la saisonnalité qu'on approche là. Je trouve que c'est très très intéressant sur le cru, sur le mariné, sur les plats qu'on aime bien savourer en été. Donc on va parler un petit peu cuisine bien sûr en présentant ce Riesling et Guisheim de chez Beyer. On a adoré, on a dégusté cette cuvée à côté des grands crus aussi du domaine qui franchement sont très beaux, spécialement le Iceberg sur 19 mai, trop jeune pour mettre évidemment en dégustation dans vos coffrets. Et puis deuxième vin, donc là un domaine peut-être un peu moins découverte mais que je connais moi depuis pas mal d'années, que je servais au Georges V, chez Taïwan et dans d'autres grands établissements dans lesquels j'ai travaillé. Et on va vous parler un petit peu de la famille Sommez, qui sont évidemment, qui fait partie des très très bons auteurs de l'appellation Saint-Véran et Pouilly-Fussé. Donc on va vous parler un petit peu de ça, je vous expliquerai un petit peu pourquoi on a fait ces 2 choix surtout, bien sûr à la dégustation. Alors premier plaisir, Émile Beyer. La famille Émile Beyer, il y en a plusieurs évidemment. Là on parle de Christian et de son épouse qui nous régalent depuis pas mal d'années maintenant. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient abonnés au coffret il y a 3 ou 4 ans, mais on avait mis un Iceberg 2014 dans un coffret qui avait été une fusée, mais un truc de fou. Et ça fait partie vraiment des domaines qui vont compter demain, je pense, en Alsace, on l'avait déjà annoncé, on l'avait déjà dit, des gens qui vont évidemment pousser le curseur assez loin, qui ont planté aussi des vignes à cheval entre l'Iceberg et puis le Fersisberg, donc pour faire une cuvée qui s'appellera le Clos Lucas, c'est le nom de leur fils. Ils ont fait une sélection de dingue, ils ont mis des murs autour, ça va faire un clos qui certainement comptera évidemment sur ces paysages merveilleux de Marno Calcaire de Guisheim, et surtout ça fait partie de ces bons domaines qui mettent les petits plats dans les grands pour faire rayonner l'Alsace à un autre niveau. Alors ce qui est intéressant dans la cuvée qu'on va déguster, c'est pas simplement le pédigré du lieu qui fait naître ce vin, c'est les sensations. Et là c'est un peu le coup de cœur à la dégustation. Puisque je trouvais que dans cette cuvée des Guisheim 2018, il y avait plus qu'une appellation Alsace Riesling. Il y avait peut-être, je dirais, la densité et la concentration qu'on peut avoir sur certains grands crus ou voire villages un peu choisis en Alsace. Et donc je voulais vous faire déguster ça parce que moi j'ai adoré. Et on a adoré, mais on a adoré tout de suite. C'est-à-dire qu'à la dégustation, on a flashé direct en disant « Ah oui, quand même ». Voilà. Et donc, on va vous parler un petit peu de cette cuvée. Alors 2018, rappelons simplement que c'est un millésime un petit peu chaud, un peu productif quand même. Ça a sauvé un peu certains équilibres. Tous les 2018 ne sont pas forcément dans le peps et l'éclat que l'on attend forcément sur ce cépage Riesling en Alsace. Il faut faire attention, il faut aller trier. Moi j'aime bien cette propriété, je pense qu'ils ont fait des beaux choix sur ce millésime-là. Mais ce qu'on a souvent un petit peu dans les 2018 en Alsace sur le Riesling, c'est des amers un peu prononcés, c'est des fois des sensations un peu chaleureuses et des sensations peut-être salivantes un tout petit peu moins aiguisées que ce qu'on aime peut-être sur des millésimes plus tendus. Mais écoutez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Là ce que j'aime bien souligner, c'est qu'on a affaire à une cuvée de spontanéité, de charme, de chair sensorielle qui va permettre certainement de vous séduire et de vous amener voilà, tranquillement vers l'été avec une résonance très agrumée, très fine. Alors parlons un petit peu en dégustation de cette cuvée Guisheim. Vous trouverez bien sûr tous les détails sur la cuvée, sur les fiches de chef-d'œuvre. Je ne repasse pas tout, sinon on va y passer 3 heures. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se plonger dans l'univers aromatique de cette bouteille qui, moi, m'a un peu happé. Alors déjà, vous noterez que c'est des belles vendanges assez mûres quand même. C'est des Riesling qui sont assez soutenus en maturité. Oui, cette robe un peu dense, comme ça, un peu dorée, avec une grande fluidité, de la grande lumière. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand c'est bien mûr le Riesling, parce que je trouve que c'est là qu'on va y chercher des composantes aromatiques supérieures. J'aimais bien à une époque les Riesling qui sentaient le citron vers le pétrole, mais maintenant, je suis passé à autre chose. Et je trouve
trouve qu'on va plus loin. On a un millefeuille plus complexe aujourd'hui à travers ce genre de choix de maturité. Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que on s'en fout un peu. Moi, je vous dis exactement ce que j'aime et c'est pour ça, bien sûr, qu'on a fait ces choix aujourd'hui dans ce coffret. Je vous invite bien sûr à mesurer aussi les potentiels de garde de ces vins qui sont en nez avec un peu plus de concentration. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on arrive tranquillement, comme ça, même sur des appellations Alsace toutes simples, à faire des vins un peu consistants, un peu plus puissants, un peu plus gastronomiques également. Et ça, j'ai trouvé ça, en fait, tout réuni dans une seule et même bouteille. Voilà donc pour le teaser du coup de cœur. Alors, parlons un petit peu du bouquet. Salut tout le monde. Bon, bienvenue en tout cas. Vous allez pouvoir vous plonger dans un Riesling qui a une certaine profondeur. Vous allez voir que c'est pas simplement qu'un simple Alsace Riesling qu'on vous sert là, et c'est pas qu'un vin de surface. Il y a de la densité, il y a du fond, de la concentration aromatique. Moi, je suis parti, quand j'ai miné dessus, je suis parti direct pêche, verveine, agrumes confits, marmelade de cédra, il y a ce petit côté amertume corse, vous voyez, amertume du cédra corse avec un peu de douceur contrastée, le tout bien sûr animé par de l'agrume un peu séché. Et moi j'ai ce côté chips de pomelos au sirop, enfin j'ai plein de fragrances qui viennent comme ça quand je pense à ça. Un petit côté également qui m'amène tranquillement aussi vers des notes un peu de fond de rhubarbe. Bref, j'ai beaucoup aimé cette connotation. Et puis on sent que c'est bien mûr. Voilà, c'est un beau Riesling bien mûr. Et ça c'est quand même vraiment chouette de pouvoir compter dessus. Alors en bouche. Regardez bien la consistance de ce vin, la texture qu'il a, la salivation, le grip et la minéralité qu'il a. Franchement, sur un AOC Alsace comme ça, qui est, rappelons-le, vendu 15 € pour un particulier, je vous invite à benchmarker un petit peu, mais ça, c'est des grands crus chez certains voisins. Et c'est pour ça que je vous invite à bien sûr vous concentrer sur cette bouteille, c'est que là, on est dans une équation rapport prix-plaisir qui est superbe. Sachez que d'un autre côté, hein, il y a dans la gamme du domaine plein de choses à découvrir. Un lieu-dit Saint-Jacques merveilleux, il y a aussi Eichberg, Fersisberg qui sont superbes, vendus trop tôt, peut-être certainement pour les grands crus que représentent évidemment ces bouteilles, mais tout ça est une rotation, un modèle économique à mettre en place. Là franchement, 15 balles, ça, chapeau. Moi je dis chapeau. C'est rare d'avoir autant de consistance sur des vins à ce prix-là en Alsace. Et pourtant, bien sûr, c'est un vivier merveilleux de rapport prix-plaisir singulier. C'est pour ça aussi que ce coffret découverte est intéressant à creuser. Mais là, une telle consistance dans un vin à ce prix, c'est vraiment assez rare. Et je vous invite bien sûr à creuser. Alors moi, je repasse en rétrofaction par des notes un petit peu de noyaux, de mirabelle, de choses comme ça qui reviennent un peu, d'agrumes, évidemment un peu infusés et confits. Mais c'est vraiment intéressant de voir la persistance aromatique intense de ce simple Riesling, vendu une bouchée de pain et surtout son potentiel gastronomique. Moi quand j'ai ça, un petit cœur de saumon fumé là, hop, un ou deux kumquats de confit dessus, un petit fromage frais, agrumé des herbes, à l'apéro, boum, un verre de Riesling, c'est une clémentine de Corse qui vous explose en bouche tellement la fusion peut être très bonne par exemple sur le travail des agrumes. Pensez à ce genre de choses là. Vous pouvez même penser à plein d'autres choses, hein, tout ce qui est un tout petit peu travail sur les vinaigrettes, un tout petit peu aux agrumes ou aux fruits de la passion ou autres. Vous pouvez travailler les préparations marinées et autres. Donc travailler du bar, ceviche de bar, dorade, tout ça là, c'est la Méditerranée qui frappe à la porte. Et vous avez simplement envie d'un petit peu d'exotisme. Là, un grand Riesling tombe dessus, ça marche très bien. Voilà pour ce premier Riesling, tout simplement le village Egisheim, et donc une prouesse assez rare évidemment à ce niveau, à mon sens, de qualité. Oui, et puis en plus, ils sont adorables, je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est une famille adorable qu'il faut évidemment aller voir dans ce magnifique village d'Egisheim. Je vous rappelle simplement que c'est un des plus beaux villages de France, avec une histoire fabuleuse. Qui remonte au Moyen-Âge. Donc très intéressant d'aller voir ce beau village d'Egisheim et d'en découvrir bien sûr les contours avec ses meilleurs auteurs que sont la famille Beyer. Alors, évidemment, on revient en Bourgogne. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Pouilly-Fuissé, de Saint-Véran et pourquoi on va chez Jacques et Nathalie Sommes ce soir? Tout simplement parce qu'il y a une actualité forte dans le Mâconnais. On aime bien sûr parler on en a parlé pas mal dans Chef-d'œuvre de classification des premiers crus, des vins de climat qui sont passés premiers crus, de ce mouvement un peu qui s'installe dans le sud de la Bourgogne. Moi j'aime cette idée que on tire la région vers le haut, on le sait, c'est une région qui était enlisée dans un modèle un peu simple, un export peut-être beaucoup trop orienté à l'export et des vins qui se vendaient un peu trop simplement tout seuls, des styles complètement différents entre ceux qui vendangent
très tard et qui font ces chardonnays huileux un petit peu passés de mode, tous ceux qui vendangent machine un petit peu avec des rendements à exploser la machine, et puis voilà, puis ceux qui font des choses un peu justes et tout. Je pense que tout ça est en train de s'homogénéiser, en train de tirer vers la qualité vers le haut. Pouilly, Fussé, Saint-Véran, Mâcon, les Mâcon Village ont leur avenir devant eux. L'envolée des prix de la Côte d'Or, de certains secteurs de Bourgogne vont faire que le public va se déplacer, et demain, on va certainement profiter évidemment de tout ça. Alors, ils n'ont jamais été aussi conscients de la qualité de leur territoire, de Vergisson, de la Roche-de-Solutré, de tous ces territoires qui sont intéressants, mais surtout après, on n'a jamais eu autant de bons auteurs et de bons faiseurs aujourd'hui sur ces appellations, qui rend bien sûr la chose très intéressante. Nous, chez Chef d'Œuvre, on était vraiment en train de... Alors, je réponds aux questions tout de suite à la fin de cette bouteille, hein. Soyez rassurés. Alors, vous dire que nous, on aime bien regarder un petit peu ce qui se passe, parce qu'on a commencé chez Chef d'Œuvre à garder quelques bouteilles des territoires de Fuissé, de Chintré, de tout ça, et pour voir un petit peu comment ces vins tiennent leurs promesses à l'évolution. Parce que on les a toujours bu un petit peu en surface, ces vins du Mâconnais, mais je vous invite à creuser un petit peu et à voir comment ça vieillit, parce que, à mon sens, il n'y a strictement rien à envier en termes de potentiel de garde à certaines appellations villages de Côte d'Or. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Il faut simplement que les vins soient bien nés, suffisamment concentrés sur des beaux terroirs, pour ensuite, bien sûr, venir dans le temps un petit peu challenger en termes de sensations, de complexité, et surtout de rapport prix-plaisir d'autres villages d'ailleurs. Et donc, ce qui est en train de se passer est très intéressant. On voit bien en tout cas que une part de marché se sont un petit peu déplacés vers le sud, et les amateurs que vous êtes et que je suis, bien sûr, vont aller chercher un petit peu plus le Mâconnais dans sa profondeur, pour bien sûr aller chercher des relais tout simplement de plaisir, là où peut-être certains n'y ont pas encore pensé. Alors, je vous emmène chez Jacques et Nathalie Semez, un domaine que je connais plutôt bien. Je sers les vins du domaine depuis 2001. C'est pour vous dire à quel point, évidemment, ça n'a strictement rien de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? D'abord parce que je suis allé voir le domaine il y a 1 an et demi. On avait voulu acheter 2018, c'était pas possible à la fin. Donc on a eu péniblement les derniers 2019 utilisateurs qu'il a fallu se battre pour les avoir, mais on les a eu quand même. On est quand même content de vous mettre cette cuvée des Courtelons dans ce coffret, qui est une des cuvées historiques du domaine, hein. Donc une belle parcelle avec des vignes un petit peu âgées du domaine dans l'appellation Pouilly Fussé. C'est pas un premier cru, mais ça fait partie de ces endroits qui devraient compter un petit peu demain quand même dans l'historique, évidemment, dans le rayonnement de ces beaux secteurs de Pouilly. Mais surtout après 2019, c'est un beau millésime. Alors c'était plus chaud dans le Mâconnais que ce que ça n'a été dans le reste de la Bourgogne, à mon sens. Enfin, tout ce que j'ai dégusté en 2019 dans le Mâconnais a un peu plus de richesse, de densité que évidemment ce que l'on aura pu voilà. Mais on est allé quand même déguster, on a comparé les vins à l'aveugle, après on a simplement choisi une belle cuvée. On voulait évidemment mettre les projecteurs. Alors là, vous êtes chez des bourreaux de travail, des gens qui vont beaucoup dans les vignes, une famille qui est très impliquée dans son travail au quotidien, et surtout dans un domaine qui est extrêmement régulier, plutôt classique en termes d'approche de vinif et surtout de style de vin, mais que j'aime bien. Moi, j'aime bien que la simplicité, des fois, vienne frapper un petit peu à la porte. Le classicisme, ça fait jamais de mal à personne. J'adore, évidemment, le côté, des fois, un peu freestyle de certains auteurs, ou même de certains domaines qui vont prendre des risques et aller très loin sur une maturité ou sur un travail avec très peu de souffle ou autre. Mais ce que j'aime, là, c'est le côté métronome rassurant de la cuvée. Et cette cuvée, sincèrement, je pense que c'est le truc que vous pouvez servir, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, à tout moment, peut-être, cet été, demain, après-demain, peut-être certainement quand vous aurez envie de profiter d'un verre de vin, de quelque chose d'assez rassembleur à table, sans forcément claquer une bouteille de Puligny Montrachet ou de Meursault. Bien sûr, c'est partie de ces plaisirs-là, et c'est pour ça qu'on a choisi cette cuvée des Courtelons de chez Jacques et Nathalie Semez. Alors, pour vous en parler un petit peu dans les codes de ces chardonnays, vous allez pouvoir découvrir, bon là, un univers qui est plutôt classique bourguignon. On est sur le chardonnay qui est dans sa dimension semi-variétale. On a le petit côté un petit peu beurre, poire, ananas frais, parce qu'on sent que c'est bien mûr sur le fond du verre. De dimension un tout petit peu lactique, bien sûr. On sent la patine un petit peu légère, déboisée, qui va épouser un petit peu tout ça. Donc